le président du MODEM, maire de Pau, et au commissaire au plan, François Bayrou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous dans la demi-heure qui vient. D'abord, la question d'un certain remaniement. On a compris que le président et la première ministre y travaillaient ce matin. À la mi-journée, sur LCI, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, disait que c'était dans les heures qui viennent, les prochaines heures. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce timing? Alors, ça dépend ce qu'on Combien entend par les prochaines heures. Parce que c'est probablement dans les prochaines heures. Et dans les jours prochains. Voilà, moi, je ne suis pas dans le secret des dates. Je sais qu'ils y travaillent. Et donc, on voit bien qu'il y a une période assez courte entre la décision et la déclaration de politique générale. Donc vous nous que la Première ministre fera devant l'Assemblée nationale. Ce sera bien avant mercredi, avant le discours de politique générale? Oui, on pourrait imaginer beaucoup de stratégies, parce que vous savez, il y a des petits secrets comme ça qui sont difficiles à comprendre et à saisir. Les ministres qui viennent d'être élus sont en même temps députés. Or, comme vous savez, on ne peut pas être les deux en même temps. Et donc, les ministres, lorsqu'ils sont au gouvernement, ne peuvent plus voter pendant un mois à l'Assemblée nationale. Alors, si par hasard on avait besoin de leur vote, on pourrait peut-être imaginer qu'il y ait un chevauchement. Mais je ne suis pas... éventuellement en deux temps. Bon. Je n'ai pas partagé la réponse à cette question. Alors, vous dites que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que vous avez été consulté. J'imagine qu'en tant que partenaire, président d'un des principaux partis de la majorité, vous discutez. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez que dans cette nouvelle équipe, il y ait une plus grande représentation du MODEM? On rappelle que vous avez aujourd'hui Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et la secrétaire d'État Justine Bénin, mais qui elle a été battue et qui va devoir quitter le gouvernement. Oui, mais vous seriez surpris si je vous disais non. Non, mais je préfère vous l'entendre dire, ça va mieux en le disant. C'est plus à vous qu'à moi de le dire. Je pense que la composition d'un gouvernement obéit à un certain nombre de principes. Un de ces principes, c'est l'équilibre entre les forces qui soutiennent le gouvernement. Je ne dis pas la proportionnelle stricte, je n'évoque jamais des idées de chantage ou de bras de fer, tout ça est ridicule, ça appartient à des républiques passées. Mais si les choses sont bien faites, il doit y avoir un équilibre. Et chacun doit retrouver une part de son soutien dans le déploiement de l'action. C'est logique, c'est simple, et j'imagine que c'est le but que tout le monde doit atteindre. En tout cas, bien sûr, je suis là pour y veiller. Et vous y êtes attentif. Alors, je le disais à l'instant, dans les problématiques qui se posent au président de la République et à la Première ministre, il y a d'abord le remplacement de ministres qui ont été battus aux législatives. Il y en a 3 qui sont dans ce cas-là. C'est le cas d'Amélie de Montchalin, de Brigitte Bourguignon, de Justine Bénin. Et puis, il y a le cas de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a d'ores et déjà quitté le gouvernement. Est-ce que là, quand on dit remaniement, François Bayrou, on parle du remplacement de ces 4 femmes-là, point, ou est-ce qu'on parle du remplacement de ces 4 femmes-là et la constitution d'une équipe renouvelée, différente, plus adaptée aux circonstances? C'est une page nouvelle qui s'ouvre. Je sais bien que tout le monde voit ça comme la continuation des pages précédentes. Et cet entre-deux des élections était un peu comme ça, sibylline de ce point de vue-là. Non, je pense que c'est une page nouvelle qui s'ouvre et je pense que le président de la République et la première ministre vont en profiter pour donner une coloration à leur gouvernement. Parce qu'il y a, vous le savez, des postes qui n'étaient pas pourvus. Il y a des postes qui vont être abandonnés. Il y a des postes qui n'étaient pas pourvus. Le transport, le logement, et donc, le numérique. Évidemment, il y aura une coloration du gouvernement un peu différente et j'espère une énergie. Parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les questions qui vont être devant nous aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde, sont les questions les plus graves que nous ayons rencontrées depuis 50 ans. Et on les détaillera tout à l'heure, effectivement, parce que vous avez raison, c'est un contexte très particulier. Juste, vous dites une coloration. Qu'est-ce que vous entendez par une coloration? À quelles conditions ce remaniement sera-t-il réussi à vos yeux? Je ne pose pas de conditions aux formations de gouvernement. Je sais ce que je pense. Je pense que il est bon qu'il y ait des personnalités politiques. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est-à-dire des personnalités qui ont en tête que les problèmes du pays ne se découpent pas dossier par dossier. La réponse n'est pas dans le dossier. La réponse est dans l'énergie, la capacité d'entraînement,
la puissance nécessaire pour s'adresser au pays et le faire adhérer à un effort qui va être considérable. Et ça, c'est cette faculté d'entraînement qui est le devoir politique du gouvernement. Quand vous dites politique, juste qu'on comprenne bien. Et bien. il faut, permettez-moi juste un mot, je pense qu'il faut aussi ne jamais perdre de vue l'objectif d'élargissement. Politique, pour le coup. Oui. Donc, alors, reprenons ce que vous venez de dire. Quand vous dites un gouvernement plus politique, est-ce que ça veut dire avec des personnalités ayant une expérience d'élus locaux, par exemple? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un logiciel particulier? À quoi ça tient? Est-ce que ça tient au parcours ou est-ce que ça tient à la personnalité? La vocation politique, ce n'est pas seulement la capacité d'analyser sujet par sujet la situation du pays. Et pas seulement constituer un dossier. La vocation politique, c'est s'interroger sur les raisons profondes qui font qu'un pays comme le nôtre est dans une crise aussi grave que celle que nous rencontrons. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, tout le monde le note, il y a dans la société française une espèce d'abandon pour beaucoup et pour principalement ou assez souvent dans les jeunes générations, l'abandon du désir d'un certain type de travail. Pourquoi est-ce qu'il y a des centaines de milliers d'entreprises qui ne trouvent pas dans un pays où il y a pourtant tant de chômeurs? Et ça, on y répond en fonction de qui on met au gouvernement. Oui, en tout cas, il faut au gouvernement des personnalités ayant comme ça une faculté, ayant des antennes, d'approche. Ayant une. Prenons un exemple, François Bayrou, je voudrais juste que vous m'éclairiez. Si on évoque, par exemple, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, il vient de la société civile, il a fait son entrée en politique à l'occasion de son entrée au gouvernement. Bon, on peut pas dire qu'il a commis de faux pas jusqu'ici parce qu'il ne s'est encore rien passé dans son ministère. Est-ce qu'il a le profil, dans la période actuelle, quelles que soient ses qualités intellectuelles, son parcours, le fait que ce soit certainement un homme brillant, est-ce qu'il est armé pour faire face à ce qui arrive, lui qui, par exemple, n'a jamais mis un pied à l'Assemblée jusqu'ici dans sa vie? Oui, c'est pas l'essentiel. Pape Ndiaye, ça n'est pas un technicien de l'éducation. Il n'est pas dans les innombrables fonctions réparties, réseaux existants, d'habitudes, des habitudes décennales dans le monde de l'éducation. Moi, je mets de l'espoir en lui. Et pourtant, vous connaissez ma sensibilité. Vous avez été ministre de l'Éducation. J'ai été ministre de l'Éducation longtemps, et ma sensibilité, c'est la sensibilité républicaine, du retour le plus rapide possible et le plus important possible aux fondamentaux, à ce qui va donner à chacun des élèves la liberté de juger, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, et la liberté de juger. Mais Pape Ndiaye, il a un parcours personnel auquel je suis extrêmement sensible. Il vient pas des milieux de pouvoir. Il vient pas des milieux privilégiés. Il vient pas des milieux de ceux que les concours de l'administration ont habitués depuis toujours à se dire qu'il serait un jour chef de quelque chose. C'est pas du tout son profil. Son profil est un profil universitaire. Et avec le parcours qui est le sien, son origine familiale, la province, avec le parcours qui est le sien, et la remarquable réussite académique qui est la sienne. Il peut être Moi, je crois qu'il peut comprendre. Vous comprenez? Je m'exprimais en parlant des antennes. Je pense que c'est quelqu'un... Alors, il a eu beaucoup de polémiques autour de sa nomination. On l'a accusé d'être wokiste. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je ne pense pas qu'avec son parcours, il puisse ne pas être républicain. Autrement dit, l'idée de l'universalisme républicain, l'idée que l'éducation s'adresse à tout le monde pour le faire monter le plus haut possible, et pas pour découper la société en groupes qui seraient indépendants les uns des autres. Et donc, moi, je mets de l'espoir en lui.
Alors, on verra si c'est justifié, bien sûr. Mais en tout cas, pour vous, il peut avoir les qualités pour le poste. Quand je disais à l'instant la politique, le parcours politique, il y a des noms d'élus locaux qui ont circulé ces derniers jours. Alors, c'est toujours très hasardeux de citer des noms avant remaniement, mais par exemple, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, Gilles Averrousse, par exemple, qui est le maire de Châteauroux, qui sont les trois à la gauche de l'écran sur la photo qu'on voit, qui ont tous les trois appelé à bâtir un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. Et on a même entendu également le nom du député LR Philippe Juvin. Il se trouve que les 4 noms que je viens de citer ont justement la caractéristique d'être tous les 4 issus de LR. Vous disiez tout à l'heure, il faut continuer d'élargir. Est-ce que par exemple, aller chercher dans ce type de profil, chez LR, des élus locaux pour certains d'entre eux, ce serait une bonne piste? Des élus qui ont l'intention de participer à l'œuvre de reconstruction. On a 2 reconstructions, ou 2 raisons de reconstruire. La première raison, il y a 30 ans que dérivent nos institutions et notre manière de gouverner. 30 ans. Au moins 30 ans. Et il y a deuxièmement les crises successives que nous venons de rencontrer. Le Covid, les gilets jaunes, dans l'ordre les gilets jaunes, puis le Covid, et puis la guerre. Avec les désastres économiques qui sont en gestation. Ça fait 2 grands chapitres qui obligent à la reconstruction. Et que tous veuillent y participer, ou que de nombreux élus veuillent y participer, je trouve ça très bien. Je vais même aller beaucoup plus loin. Je pense depuis longtemps que dans une situation comme ça, comme celle-là, nous sommes co-responsables de l'avenir. Pas seulement la majorité. Tous partis politiques confondus. Tous les partis politiques, majorité et opposition, sont co-responsables de l'avenir. Et s'il y en a un certain nombre qui se présentent comme étant uniquement négatifs, uniquement destructeurs, uniquement critiques, il manque au devoir. Donc vous dites que le dépassement politique doit continuer. Oui, le dépassement politique, à condition aussi qu'il ne soit pas seulement de façade, que ça ne soit pas un habillage. Ce qui veut dire qu'il faut que, du point de vue politique aussi, le gouvernement se sente, se vive en situation de construction de quelque chose de totalement inédit. L'époque dans laquelle nous entrons est sans exemple dans les décennies que nous venons de vivre. Mais François Bayrou, vu ce que vous décrivez, des circonstances, des profils, les qualités nécessaires, on se dit que le banc de touche pour Emmanuel Macron n'est pas infini, on a du mal à faire une longue liste de personnalités. Est-ce que vous, par exemple, le temps n'est pas venu pour vous de revenir au gouvernement? Vous l'avez été au début du premier quinquennat. Oui, mais je ne suis pas en situation de faire ça, c'est pas mon idée. J'ai la responsabilité de ce qu'on appelle le plan. Je pense que ça peut être très utile dans la période qui vient. En tant que haut-commissaire au plan. Notamment si on prend au sérieux cet idéal de refondation que le président de la République a exprimé. Qu'est-ce que ça veut dire, la refondation? Ça veut dire à peu près exactement ce que je viens d'énoncer devant vous, c'est-à-dire on a des problèmes comme on n'en a jamais eu. Devant ces problèmes, on reste très souvent avec les logiciels anciens pour et contre. Gauche, droite, ce qui est, à mon sens, aujourd'hui, tellement loin de la réalité. Vous voulez dépasser, on a bien compris. Et puis avec les logiciels classiques des fonctions dans le jeu démocratique. Juste quand syndicats, partis, associations, groupes de pression. Si on prend au sérieux l'idéal que le président de la République a exprimé, c'est-à-dire d'un partage entre toutes les forces qui font la démocratie française, démocratie politique, démocratie sociale, démocratie d'opinion, démocratie association. Si on prend au sérieux cet idéal-là, alors c'est une œuvre qui vaut la peine. Elle est très difficile, mais ça, je veux bien aider. Vous dites, je ne suis pas en situation. Est-ce que de votre point de vue, le fait que vous y été mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires, du MoDem au Parlement européen, reste un handicap aujourd'hui? Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Cette affaire est partie depuis plus de 5 ans. Oui. Et elle n'a pas avancé. Et elle n'a pas avancé. Et moi, je vous dis, les yeux dans les yeux, en toute franchise, comme c'est le nom de votre émission, je vous dis, c'est une affaire dans laquelle il n'y a rien et on a maintenant des décisions de justice pour le montrer. Alors on peut la faire traîner des années. Ça, c'est possible. Mais il n'y a rien de moralement répréhensible et rien qui ait été fait.
Et je m'engage en vous le disant. Alors ça peut traîner, on peut aussi tenir les gens, à bout de gaffe. Dans ce remaniement, François Bayrou, il y a aussi des cas personnels épineux. C'est le cas par exemple du ministre actuel des Solidarités, Damien Abad. Une enquête a été ouverte mardi pour tentative de viol. Après qu'une plainte a été déposée, il y a eu plusieurs accusations qui ont été relayées par la presse. Le ministre dément. Est-ce qu'il doit rester au gouvernement au nom de la présomption d'innocence ou est-ce que c'est la parole des femmes, la libération de la parole des femmes qui doit primer? Ni l'un ni l'autre. Mon point de vue n'est pas celui-là. Vous vous souvenez que j'ai moi-même, de ma propre volonté, avec Marielle de Sarnez, qui était à l'époque ministre des Affaires européennes, nous avons quitté le gouvernement. On n'était pas mis en examen. Non. Il y avait à peine une enquête préliminaire et vous voyez à quel point tout ça a été orchestré, tout à fait par hasard, naturellement. Comprenez-moi, vous savez bien que dans la vie politique, il n'y a absolument jamais de traquenard et de piège. Ce sont des âmes trop nobles pour se livrer à ça. Mais laissons de côté cette circonstance. Oui. Mais pourquoi avons-nous quitté le gouvernement? Pas du tout parce que nous étions coupables. Il sera prouvé que nous ne l'étions pas. Bien que ça dure des années. Uniquement pour une raison, c'est quand vous êtes l'objet d'accusations qui sont comme ça, brutales, violentes, entretenues, vous ne pouvez plus exercer votre fonction sereinement. J'étais ministre de la Justice. Vous vous rendez compte des difficultés qu'aurait eu un ministre de la Justice dans ces situations-là. Et vous l'appliquez à Damien Abad aujourd'hui. Et je pense que dans la réflexion qui doit être la sienne et celle de la Première ministre et celle du Président de la République, cette question de la capacité à exercer pleinement sa fonction lorsqu'on est l'objet d'accusations, même injustes, ça doit évidemment participer à la réflexion. Est-ce que ça vaut également pour la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou, qui elle a été visée par des plaintes, même chose, pour viol ou pour violence, mais dans le cadre cette fois de sa pratique de gynécologue qui est sa profession? Alors je m'avance parce que je ne connais pas le dossier. Je n'ai que de l'estime pour Chrysoula Zakharopoulou, qui était députée européenne, comme vous savez. Tout à fait, avant notre gouvernement. Mais si on se met maintenant, en France, à accuser de viol ou de gestes, je ne sais quoi... Là, en l'occurrence, il y a effectivement des plaintes pour viol. Une gynécologue, comment voulez-vous faire un examen gynécologique? Et d'ailleurs, l'association de tous les gynécologues français s'est exprimée, s'est réunie, s'est exprimée en disant « Nous sommes à tout instant menacés de ce genre de drame. » Un examen gynécologique implique en effet que le médecin soit avec sa patiente dans un rapport d'observation. Comment veut-on faire? Et est-ce qu'on va pénaliser, criminaliser absolument tous les gestes qui sont de cet ordre-là? Vous savez, il y a eu des drames, hein, il y a eu des morts autour de ça. Donc je suis pour que, sauf si j'ignore des aspects de ces choses, mais j'ai parlé à Madame Zakharopoulou, je suis pour que on arrête les dérives obsessionnelles dans lesquelles on se sent engagé. Parce et donc que vous ne mettez pas un inégal entre Damien Abad et Chrysoula Zakharopoulou. Les gynécologues sont-elles menacées de ne plus pouvoir exercer leur métier? Vous vous rendez compte dans quel genre de folie on est? S'il n'y a pas autre chose, mais comment y aurait-il autre chose? Et donc il y a là quelque chose qu'en effet je trouve dangereux et risqué, et je ne mets pas tout sur le même plan. Il y a quelques temps, et vous l'avez rappelé en début d'émission, vous aviez dit il faut une équipe politique. Ça passait dans votre esprit, y compris par Matignon et par le ou la Première ministre. Elisabeth Borne dit ne pas s'être sentie visée par cette critique. Elle a quand même précisé que vous vous étiez expliqué, qu'elle vous avait reçu à Matignon. Qu'est-ce qu'il y avait besoin d'expliquer, François Bayrou? Non, mais vos confrères ont interprété cette déclaration que je viens encore de défendre devant vous comme une attaque ad hominem, comme une attaque personnelle contre la Première ministre. C'était absolument pas le cas. Et je le lui ai dit, et je pense qu'elle l'a compris. Nous ne sommes pas dans des circonstances ordinaires.
Ça n'est pas un gouvernement ordinaire après une élection ordinaire et après une réélection ordinaire. On est dans la période la plus risquée, la plus critique, la plus porteuse de menaces que notre pays ait connue, à mon sens, depuis la guerre. Parce que, à la fois, les obstacles qui sont devant nous, les orages qui viennent, les ouragans qui nous menacent, sont de dimensions jamais connues récemment. Et en même temps, notre pays est dans un état de profonde fissure, fracture, j'avais envie de dire délabrement. Il y a des secteurs entiers qui ne retrouvent plus leurs repères. C'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans notre démocratie, c'est vrai dans la manière dont se conduisent les élus, c'est vrai dans la violence que la société exprime. C'est vrai dans une sécession d'une partie du pays qui a entraîné l'abstention, par exemple. En tout cas, vous êtes réconcilié avec Elisabeth Borne. Nous n'avons jamais été fâchés. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse, sans notation personnelle, essayer de faire entendre et de faire triompher, si possible, une vision de la situation? Il ne s'agit pas des questions de « je préfère un tel plutôt qu'une telle ». Il y a toujours des questions de personnes en politique, mais ça n'est pas des questions de préférence personnelle. Ce sont des questions lourdement politiques. Et être à la hauteur des circonstances. Cette semaine, la Première ministre, en l'occurrence Elisabeth Borne, donc, va prononcer un discours de politique générale à l'Assemblée nationale, a priori mercredi. En tout cas, c'est le timing qu'on a en tête. Vous confirmez ce timing ou je ne suis pas ce matin. Bon, vous n'avez pas eu la confirmation de votre côté, mais vous ne démentez pas. Il y a une question qui va se poser. On va venir au fond dans un instant. Vous l'avez déjà largement évoqué, les circonstances. Est-ce qu'elle doit se soumettre à un vote de confiance à cette occasion? On a bien saisi qu'elle avait le choix. Tous les premiers ministres n'ont pas eu la même attitude. Sauf que ça donnera une coloration, une connotation différente à son début d'action. On lit des analyses différentes. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, de Michel Rocard. Oui. Michel Rocard n'avait pas la majorité. Je m'a placé pour le savoir parce que on l'aidait quand il fallait. Nous, le groupe centriste indépendant de l'époque, on l'aidait quand il fallait. J'étais un tout jeune député, mais je m'en souviens très très bien. Et il ne s'est pas soumis à un vote de confiance. Pourquoi? Parce que quand vous vous soumettez à un vote de confiance, vous avez le risque limité, je crois, que l'Assemblée vote la défiance, auquel cas le gouvernement est par terre. Mais ça n'est pas la principale raison. La principale raison, c'est que quand vous vous soumettez à un vote de confiance, les oppositions critiques vont scruter pour savoir qui, en s'abstenant, vous a laissé obtenir la confiance. En l'occurrence, par exemple, une abstention des Républicains ou du Rassemblement national. Par exemple. Et donc, vous voyez toutes les interprétations. Et vous voyez que les oppositions qui auraient envie de s'abstenir, elles craignent d'être taxées de complicité. J'ai souvent expliqué, il y a une des innombrables lois de Bayrou dans cette affaire-là. Une abstention, quand vous êtes dans la majorité, c'est un vote contre. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est un vote pour. Vous faites un pas dans une direction qui, normalement, n'est pas la vôtre. Donc vous dites qu'il ne faut pas se mettre dans cette situation-là. Et donc, moi, je dis que je comprends très bien Michel Rocard, qui ne l'a pas fait. Je crois Pierre Mauroy, qui ne l'a pas fait. Il y a d'autres premiers ministres. Je ne suis pas sûr qu'au début de la Ve République, ça ait été fait. C'est une habitude qui a été prise. Et donc ce ne sera pas un signe de fébrilité ou de fragilité. Elle peut être utile, mais moi je comprends très bien le refus des interprétations. Et donc je suis plutôt pour que la Première ministre et le Président réfléchissent ensemble à ce sujet. Ça aurait naturellement le sens d'un défi politique, d'un panache politique. Mais il y a aussi des risques pour les oppositions. Alors, vous rappeliez les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on est. On a bien vu que le président de la République essayait aussi de donner des réponses différentes. Il a évoqué il y a quelques semaines le CNR, le Conseil national de la refondation. C'était avant que l'Assemblée soit élue par les élections législatives. Mais on entend l'idée qu'il pourrait revenir, ce CNR, comme une chambre de discussion pour préparer la loi avant qu'elle soit présentée au Conseil des ministres, comme une concertation préalable. Est-ce que c'est une idée de votre point de vue qui aurait du sens ou est-ce qu'on doit assumer de laisser l'Assemblée discuter et amender la loi? Le lieu où se discute, où s'amende et où se vote la loi, c'est le Parlement. Dans ces deux chambres.
Je répète qu'en plus, il y a un Conseil économique et social. Mais le président de la République a une idée ou une intuition, on va dire ça, qu'il a depuis longtemps. J'ai beaucoup parlé de ce sujet avec lui. Je sais ce qui est dans son esprit. Dans son esprit, il y a que nos institutions ont probablement acquis un caractère trop routinier, qu'on ne les entend plus, que peut-être, et qu'elles peut-être n'entendent pas parfaitement le pays. Regardez à quel point les débats qu'on a sont ridicules. Vous avez vu, vous pensez à quoi, vous avez vu les débats sur l'attribution des postes à l'Assemblée nationale. Les uns disant vous avez été trop indulgent avec le Front National. Pour nos téléspectateurs, ce que vous évoquez, c'est le fait que le Rassemblement national a eu cette semaine des vice-présidences à l'Assemblée nationale pour la première fois de l'histoire, grâce à l'apport de vote de la majorité présidentielle. Pas seulement. Entre autres. Parce que les accusations, vous dites il y a des accusations sur la place qui a été faite au Front National, et il y a des accusations symétriques sur la place qui est faite à la NUPES. Et vous dites elles n'ont pas lieu d'être. À qui on a donné, entre guillemets, disent les opposants, disent les critiques, une place excessive en acceptant que leurs représentants deviennent présidents de la Commission des finances. Mais on ne comprend rien. Donc vous dites tout cela est normal. C'était le rôle du RN d'avoir des vice-présidences et c'était le rôle de la NUPES d'avoir la présidence de la Commission des finances. On ne comprend rien à l'institution parlementaire. Dans l'institution parlementaire, c'est le nombre de vos élus qui vous donne à la proportionnelle des responsabilités dans l'Assemblée. Tous les postes, il y en a des dizaines, enfin en tout cas une vingtaine, tous les postes clés sont codifiés et attribuent un nombre de points. Vous avez un portefeuille de points en fonction de vos députés, 90 députés pour le Front National, 130 mais certains vous ont opposé le fait que ça contribue à banaliser le Rassemblement national et à lui permettre d'accéder au pouvoir en 2027. J'entends bien cette antienne. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Bien sûr, mais je vois que certains députés, y compris de la majorité, est-ce que vous voulez bien m'écouter? C'est automatique. Vous avez droit à un certain nombre, vous avez un certain nombre d'élus, vous avez droit à un certain nombre de points qui vous donnent droit à un certain nombre de postes. Et c'est bien normal. Je ne vais pas, moi qui ai défendu la démocratie sous toutes ses formes depuis des années, au point de proposer une banque de la démocratie, la proportionnelle dans toutes les élections, et puis les signatures pour l'élection présidentielle. Je ne vais pas venir vous dire qu'il faut traiter les élus différemment selon leur étiquette. Quand vous êtes élu, vous êtes représentant du peuple français. De la démocratie. Et donc c'est le respect strict des règles démocratiques qui permettent de vivre en France un débat apaisé. Sans ça, c'est dans la rue que ça se traite. Vous avez évoqué le cas d'Éric Coquerel, le nouveau président de la Commission des Finances, député de la France Insoumise. Je sors un instant de la question politique. Il y a des accusations qui ont été portées contre lui cette semaine. D'abord par l'essayiste et militante féministe Rokhaya Diallo, puis un signalement fait auprès d'une commission interne de la France Insoumise sur des comportements potentiellement inappropriés en direction des femmes. Est-ce que de votre point de vue, ça remet en cause sa place à la tête de la Commission des Finances? Je ne connais rien à cette affaire. Je n'ai aucun élément de ces accusations. Monsieur Coquerel il participe du débat public. Je ne l'ai pas rencontré souvent. Je n'ai aucune information et donc ça n'est pas à moi de m'exprimer sur ce sujet. D'un point de vue politique, la présidence de la Commission des Finances, vous l'avez rappelé, l'idée que ce soit un élu de la France Insoumise, ça a fait pour le coup l'objet de certaines inquiétudes dans votre camp. Il y a la question maintenant de savoir... Pas dans mon camp, dans les milieux économiques, dans la majorité, on va dire au sens large. Non, pas seulement. Non. Est-ce qu'il faut le craindre? Ou est-ce que vous dites non, un président de la Commission des Finances fera son travail comme n'importe quel autre, quel que soit son bord politique? Un président de la Commission des Finances, s'il est responsable, parce que le président de la Commission des Finances a beaucoup de pouvoir, et il peut assez facilement bloquer un débat, ou en tout cas augmenter le risque de blocage d'un débat. Il y a beaucoup d'artifices dans la manière dont les assemblées fonctionnent. Et donc, j'espère, moi, qu'il y aura sur tous les bancs, ceux de la France Insoumise, ceux du Rassemblement National, ceux des oppositions moins extrêmes, et ceux de la majorité, qui a son rôle aussi, j'espère qu'il y aura une attitude responsable. J'espère que tout le monde va se rendre compte. Il y a des moments dans l'histoire des peuples où si on continue la routine des a priori et des simplismes, on trahit l'intérêt général.
C'est un moment comme celui-là que nous sommes en train de vivre. Mais ça veut dire, si François nous... Bayrou, oui, qu'il faudra aussi que la majorité accepte de faire des concessions à ses oppositions, qu'elle donne des gages, qu'elle fasse des pas. c'est même pas donner des gages. Il faut que tout le monde accepte les règles du jeu de la vie parlementaire qui font qu'on confronte des opinions et qu'on accepte de débattre ensemble, y compris en changeant les textes. Mais par exemple... C'est pourquoi la nécessité d'une démarche politique quand vous êtes au gouvernement ou responsable à l'Assemblée nationale est si vive et si forte. Mais par exemple, quand la gauche vous dira à l'Assemblée, enfin dira aux députés à l'Assemblée, on veut le SMIC à 1 500 €, on veut une baisse des taxes sur le carburant, est-ce que vous direz oui, très bien? Je parlais de responsabilité. Est-ce que ce sont des choix responsables? Parce que ça coûtera trop aux finances publiques. Mais parce que Ou aux notre entreprises. pays est en situation de déséquilibre. Et la première chose qu'il faudrait se fixer comme objectif, c'est que ce pays dont nous avons la charge et qui a confié les mandats, que ce pays se remette à produire, se remette à créer des richesses. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de distribuer. Vous distribuez quoi? Vous distribuez, comme on disait autrefois, de la monnaie de singe, des chèques en blanc. Et cette idée d'un pays dans lequel il n'y aurait plus qu'une seule question, c'est distribuer, est à mon sens un élément du déséquilibre national dans lequel nous sommes en train de vivre. De votre point de vue. Oui, mais il faut toujours faire des... Vous en faites pas, vous, dans votre foyer? Si, mais... Et dans votre chaîne? Il se trouve que vu l'état de la situation du pouvoir d'achat des Français, on voit mal où vont être les sources d'économie dans les semaines à venir. Eh bien, je suis persuadé qu'il y en a, parce que la première source de rééquilibrage, c'est pas seulement les économies. C'est que tout d'un coup, l'action de l'État, des pouvoirs publics, de la puissance publique, se mettent à être utiles au service du pays, de la société, se mettent à aider plutôt qu'à freiner, se mettent à soutenir les sources d'innovation qui existent et de prise de conscience qui existent. C'est un changement des relations nécessaires entre ce qui est puissance publique et ce qui est la société. Le drame qu'on vit, et vous le savez bien, c'est que la société a le sentiment que la puissance publique, les autorités publiques, lui sont totalement étrangères. Qu'ils sont là pour faire appliquer un certain nombre de règles et de normes aveuglément, alors qu'il faut au contraire que désormais, il faudrait que désormais toute la société se sente soutenue par ce que nous avons construit ensemble. Et vous voyez à quel point il s'agit de réformes profondes et de prise de conscience profonde. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été notre invité et d'être venu faire le pari de la raison, on l'a entendu, puisque c'était un appel à la raison aussi ce soir, cet entretien avec vous. C'est un appel à l'enthousiasme. À l'enthousiasme. Et à l'engagement. Bon, on verra déjà dans les prochaines heures et les prochains jours si vous êtes appelé, entendu par la majorité et les oppositions.